Il y a juste un élément que je trouve un peu contradictoire. Je voudrais commencer par lancer cette question-là. D'après avoir entendu les exposés sur le plan climat de l'ULB, celui de XL, je n'ai pas senti, moi, cette dimension où on dépensait plein d'argent dans des études. J'ai senti voilà, qu'il y avait du budget pour des personnes engagées, pour mettre en œuvre des actions collectives. Donc je trouve qu'il y a un certain décalage entre l'image qui était portée et ce que j'ai entendu, en tout cas, des autres plans. Donc, je voudrais peut-être lancer le débat là-dessus, mais c'est vrai que j'ai oublié de vous laisser la possibilité de poser des questions de clarification. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Et puis, après ces questions de clarification, j'inviterai l'ensemble des intervenants ici à la table. Et à ce moment-là, on va voir comment vous allez nous emmener dans des questions, des réflexions par rapport à ce que vous avez entendu, sachant que la thématique ici de cette conférence, c'est plan climat neutralité. Quoi? En gros, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Qu'est-ce qui les motive? Comment est-ce qu'on les met en œuvre? Ça, c'est les questions principales. Et je vois qu'il y a déjà des mains qui se lèvent, en tout cas pour la clarification. Et donc, le micro, il est où? Okay. Voilà. Merci. Alors, juste avant de poser une question à Madame Vanout, dire au professeur Wallenborn qu'il y a quand même un encadrement législatif tant au plan européen que national. Heureusement, sur le délestage et le blackout, il n'y en a pas, évidemment, puisque le blackout, ça vient tout d'un coup. Hein. Donc, on va rassurer les étudiants avant d'avoir une approche sociologique et vous dire que cette semaine, les 2 grandes communautés d'énergie de Bruxelles vont fêter leur premier anniversaire. Donc, ce qui est formidable. Même en ville, on peut faire des communautés d'énergie. C'est à Gansoren et c'est à Laken. Je voudrais poser une question à Madame Vanout. Tantôt, vous m'avez j'ai été interpellée et ça reste pour moi une interpellation. Vous avez repris un élément très perturbant et surtout depuis l'arrêt, la décision rendue par le tribunal de La Haye dans le cadre du groupe Shell, hein, que vous connaissez certainement. Le groupe Shell, hein, RDS, a été condamné à la fois à réduire ses émissions de CO2 scope 1, scope 2, scope 3 pour le groupe, son entité, des centaines d'entités au sein du groupe, mais aussi pour ses clients et fournisseurs. Certainement, cette décision est critiquable, va certainement être cassée en appel. Néanmoins, ça laisse à réfléchir, mais vous l'avez repris tantôt, et ça me perturbe encore plus. Vous avez dit il faut être capable de diminuer les émissions de ses clients et de ses fournisseurs. Sur ces fournisseurs, je peux comprendre. Néanmoins, je rejoins la chargée à l'ULB, et je vous plains, sur les marchés publics, c'est pas facile. Venez vite à la question. Comme oui, ça, voilà, mais je reviens à cela. Autant je peux comprendre qu'on puisse avoir une pression sur les fournisseurs pour réduire leurs émissions de CO2, autant il me semble difficile d'imposer une diminution des émissions de CO2 sur ses clients, d'autant plus si on est en amont dans la chaîne de valeur. Je voudrais avoir votre réflexion là-dessus. Pour qu'on puisse avoir beaucoup de questions, je propose des questions courtes et des réponses courtes pour qu'on ait l'occasion, en tout cas, de brosser l'ensemble de points de vue. Je réponds malgré tout. Alors, mon avis, c'est qu'il faut quand même ne pas oublier l'influence qu'une compagnie a sur la consommation raisonnable des produits, sur l'intensité énergétique qu'il est nécessaire des produits qu'elle fabrique. Il y a donc moyen d'influencer ça. Elle est quand même maître des produits qu'elle met sur le marché. Donc, elle peut tout à fait, même par les produits qu'elle met sur le marché, influencer l'énergie qui sera nécessaire d'utiliser pour les utiliser. Par exemple, elle est quand même maître des produits qu'elle met sur le marché. Bonjour, moi j'aurais une question par rapport à la dernière présentation qu'on a eue sur les expérimentations radicales des blackouts. Donc, vous parlez du fait qu'on devrait tester un peu comment ça se passe quand on n'a pas d'énergie. Vous faites allusion à 2-3 moments de blackout, notamment à New York. Mais est-ce qu'il y aurait aussi la possibilité de faire une étude dans des pays où ça arrive? Parce que dans les pays en voie de développement, ça arrive. Vous l'avez vaguement
en parler en disant on n'est pas en Afrique ici, mais c'est vrai, par exemple en Afrique du Sud, ça s'organise d'une manière où tout le monde peut avoir sur son téléphone une application qui explique dans quelle région, ça va par quartier, donc à Excel, à telle heure, il n'y aura pas d'énergie, mais il y en aura à Etterbeek par contre. Et donc il y a des pays qui déjà s'organisent autour de blackout d'électricité, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est pas du tout dans une démarche environnementaliste, juste ils n'ont pas le choix, il n'y a pas assez d'énergie. Et donc, est-ce que ça aussi, ça fait partie d'une étude? Parce que c'est des pays qu'il ne faudrait pas trop vite nier en disant on n'est pas en Afrique. Ils s'organisent véritablement autour de ce manque d'énergie. Et donc, ça pourrait aussi, à côté d'expérimentation radicale, regarder à comment ça se passe déjà dans des pays qui n'ont tout simplement pas encore assez d'énergie. Merci. Grégoire, tu souhaites répondre? Oui, on sait comment ça se passe, effectivement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des problèmes, effectivement, quand il y a des délestages qui sont soudains, ça met à mal les équipements électriques. Donc, il faut faire évidemment attention à ça. Et effectivement, je pense distinguer un blackout qui est un événement inattendu, où là, on est pris par surprise, d'un délestage qui peut être effectivement annoncé, où on peut s'organiser pour pouvoir faire face à cette pénurie. Et donc, les coupures en Afrique, d'après ce que je sais, ça varie assez fort. Enfin, leur annonce peut varier en Afrique du Sud. Si ça est annoncé, ça n'est pas toujours le cas. Donc, il faudrait voir déjà ça. Et puis, la grande question en fait politique sur le délestage, c'est de savoir qu'est-ce qu'on déleste. Dans les plans de délestage aujourd'hui, c'est les campagnes qu'on a décidé. On a décidé que c'était le résidentiel, etc. C'est pas les villes, etc. Les hôpitaux, eux, sont munis de groupes électrogènes pour faire face à ce genre d'événements inattendus. Plein d'autres entreprises aussi. Donc, on sait qu'on peut assurer une sorte de minimum pour une série de choses qu'on estime vitales. Mais bon, après, il faudrait peut-être discuter aussi de qu'est-ce qu'on estime être essentiel et vital. Peut-être aussi rappeler que, en tout cas, nos possibilités dépendent du matériel dont on a à disposition et des normes sociales qui nous entourent et de la manière dont on peut réagir par rapport à ça. Mais donc, je vois qu'il y a encore une question. Donc, je vous propose un défi, des questions courtes et des réponses courtes. C'est le défi de ce soir. Oui, donc moi j'ai une question pour Madame Vanout, au fait. Vous nous avez parlé de cette norme qui permet d'évaluer la neutralité carbone des entreprises et notamment d'une norme anglaise, manifestement, qui a l'air d'être utilisée partout. Et j'ai été assez étonné parce qu'on a l'impression que cette norme, finalement, elle laisse volontairement mais plein de trous dans la raquette, quoi. Je veux dire, les entreprises peuvent choisir le périmètre, je veux dire, les entités qu'elles vont intégrer, les entreprises peuvent choisir d'exclure le scope 3 si jamais. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi, finalement, cette norme, elle laisse tous ces trous? Et puis, finalement, pourquoi, à la fin, c'est pas vraiment un outil? On a l'impression que c'est pas vraiment un outil qu'on peut utiliser pour comparer la neutralité carbone des entreprises. Je ne sais pas répondre pourquoi la norme a laissé des trous dans la raquette, mais en tout cas, je dirais que si on applique vraiment la norme du début jusqu'au bout, c'est-à-dire que l'on fait l'effort de réfléchir à ce document qui doit être public, dans lequel l'entreprise doit vraiment expliquer tout ce qu'elle a exclu